Bonjour, bienvenue au Diamant Bleu de Nadia, cet espace où est-ce qu'on se sent saine, on se sent en sécurité. Aujourd'hui, j'ai comme invitée la belle Jessie. Bonjour Jessie! Bonjour Nadia, Comment ça va? ça va très bien et toi? Bienvenue encore une fois. Merci, je suis vraiment contente d'être ici. Moi, ça me fait plaisir. Jessie, parle-moi un peu de toi. Je suis d'abord et avant tout, une femme passionnée, authentique. C'est important pour moi de tout faire avec intention dans tout ce que je fais, dans ma vie personnelle et professionnelle. Je suis une coach professionnelle certifiée, qui veut dire que j'accompagne les femmes à être pleinement épanouies dans tous les aspects de leur vie. Donc, c'est quelque chose que je prends très à cœur, car à travers mon parcours, ça m'a pris du temps pour me trouver, pour me choisir et de m'assurer que j'étais très intentionnelle avec tout ce que je faisais et de ne pas vivre la définition de quelqu'un d'autre du succès, mais vraiment ma définition du succès. Pour que quand moi, je vais me coucher le soir, je suis vraiment en paix, puis je suis vraiment bien avec qui je suis et comment que je navigue le monde. Wow. Donc, c'est la version courte de qui je suis. Alors, quelle est la différence, Jessie, entre coach et thérapie? Excellente question. C'est important de faire la distinction entre les deux parce que la thérapie qui a son rôle, qui a sa place, et c'est important, ça nous permet de vraiment comprendre, d'analyser qu'est-ce qui s'est passé, de mieux comprendre quelque chose par rapport à soi. Et en visitant, dans le fond, les expériences du passé, en ayant une meilleure compréhension du passé, avec cette compréhension-là, ça nous permet d'avancer et de faire des choix différemment. Versus le coaching, c'est vraiment plus vers le futur. Alors, c'est toujours avec le but qu'on travaille vers un objectif. Donc, quelles sont les étapes, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place, qu'on peut poser pour atteindre l'objectif? Donc, j'aime dire que la thérapie, ça nous permet de regarder vers le passé et le coaching, ça permet de regarder vers le futur. Qu'est-ce qu'on fait pour atteindre l'objectif? C'est ça la différence entre les deux. Wow! Et est-ce qu'à travers... qu'est-ce qui t'a donné qu'est-ce que ça t'a donné la santé mentale, de parler de la santé mentale? Est-ce que tu as vécu une situation par rapport avec la santé mentale? Absolument. J'ai vécu différents épisodes à différents moments de ma vie, dans différentes saisons de ma vie. La grande saison, dans le fond, qui a vraiment fait un shift pour moi dans ma vie, c'est vraiment après m'être mariée, je suis tombée enceinte de mon garçon et lors de l'accouchement, mon garçon est décédé à la naissance. Alors pour moi, ça l'a tout changé. Et tout ce que je faisais par le passé pour passer à travers un moment difficile, pour me reprendre en main, me ressaisir, me distraire, ça ne fonctionnait pas parce qu'il n'y a rien qui faisait du sens pour moi. Et dans cette épreuve-là, dans cette période-là, j'ai tout remis en question. Et j'ai dû consulter à ce moment-là parce que c'était vraiment plus grand que moi et je savais que je ne pouvais pas m'en sortir seule. Et en parler à des personnes avec des bonnes intentions, avec les membres de mon entourage qui n'avaient pas les outils pour m'accompagner, ça ne m'aidait pas. Peut-être dans le moment, je me sens bien, mais il arrive un moment où est-ce que la personne, elle est dépourvue, elle n'a pas les outils vraiment, elle n'a pas les mots. Donc, c'est là que c'est important d'aller chercher l'aide à l'extérieur pour avoir le support, le soutien qu'on a vraiment de besoin. Donc, moi, ça a vraiment fait toute la différence, malgré que j'avais déjà consulté à différents moments de ma vie. Mais là, dans ce moment-là, c'était essentiel. Et même pour mon conjoint, à ce moment-là, lui aussi, je l'ai encouragé pour lui dire, je sais que je n'ai pas les outils pour te supporter dans cette épreuve-là qu'on vit ensemble. Tu as besoin de consulter et c'est non négociable parce que je sais que c'est plus grand que nous et notre entourage, ils n'ont pas les outils. Donc, c'est quelque chose que je prône fortement. Oui, le coaching, c'est très puissant, mais il y a un moment où est-ce qu'on arrive face à une situation, un défi, où est-ce que la thérapie, c'est essentiel. Et si j'ai des clients où est-ce que je vais déceler qu'il y a un enjeu, que c'est plus en lien avec la thérapie, je vais les diriger vers la thérapie. Donc. Et pour toi, la thérapie t'a aidé énormément? Absolument, absolument. Suite au décès de mon garçon, j'ai consulté à chaque semaine pendant 2 ans. C'était à ce point-là que j'avais besoin, malgré que je faisais d'autres choses. Et ce n'est pas juste ça qui a fait la différence. C'était un élément dans mon processus de guérison, dans mon processus de deuil. Mais de consulter régulièrement, même si je pense que ça va bien puis j'en ai plus de besoin, je suis correcte, il arrive un événement, Noël s'en vient, je pense plus à lui. Donc, il y a des moments ponctuels qui reviennent qui faisaient en sorte que le besoin de consulter était plus nécessaire, plus présent, surtout au début du processus de deuil.
Ça ne veut pas dire que quelqu'un doit consulter pendant 2 ans chaque semaine. Pour moi, c'était mon besoin parce que cette situation-là était vraiment, avait une ampleur que je n'avais pas les outils pour y faire face et pour pouvoir intégrer cette expérience. J'ai quelques questions à te poser. Au début, tu nous as dit comme ça que tu aides les femmes à avoir plus confiance en elles et tout. Alors, je vais te donner un scénario. Une femme qui est dans une relation toxique, puis qui vit des moments difficiles, puis qui a peur de perdre ses enfants dans la relation. Qu'est-ce que tu conseillerais à une femme qui, en ce moment, qui n'a pas les moyens, qui n'a pas le pouvoir de parler ou de gérer cette situation? Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à une femme dans ce moment-là, en détresse? D'abord et avant tout, je vais m'assurer qu'elle se sent en sécurité avec moi. C'est très important parce qu'il y a tellement des enjeux au-delà de la femme, ses enfants, sa sécurité, de pouvoir gagner sa vie. Parce que peut-être que c'est rattaché, peut-être que son partenaire, dans le fond, subvient aux besoins de la famille. Donc, il y a plusieurs enjeux que cette femme-là, elle prend en considération qui va la bloquer dans son processus de prendre la décision. Donc, je vais m'assurer qu'avec moi, elle se sent vraiment en sécurité, en confiance et que je ne la juge pas. Donc, c'est vraiment dans un espace de bienveillance. Une fois que ça s'est établi, d'abord et avant tout, de s'assurer que physiquement, elle est en sécurité. Parce que des fois, on ne peut pas partir du jour au lendemain. Et il faut s'assurer que non seulement tu es en sécurité, mais que tes enfants sont en sécurité ici. Et si jamais il y a un processus de préparation jusqu'à ce que tu prennes la décision, on peut travailler et vraiment lui donner des outils pour qu'elle puisse avoir, comment je peux dire, les ressources internes pour faire face à ça. Parce que lorsque tu es dans la situation avec la personne, il y a une certaine dynamique entre les partenaires. Et ça n'affecte pas seulement le couple, mais bien sûr les enfants, dans cet environnement-là, dans ce système, dans cet écosystème. Donc, à ce moment-là, en lui parlant, mon but est vraiment de lui donner un espace où est-ce qu'elle peut avoir les mots pour nommer ses émotions. Parce que si on ne peut pas les reconnaître, si on ne peut pas les nommer, on ne peut pas y faire face. Et si la femme, disons, ses émotions, puis elle n'est pas capable de parler, elle est comme, tu sais, la femme elle-même, elle est renfermée en elle-même. Comment tu peux aider cette personne-là si même elle débat cette dépression, puis elle n'est pas capable, elle a peur du jugement, elle a peur des critiques, elle a peur de tout. Qu'est-ce que tu dirais à cette femme? Tu as dit un mot-clé qui est très important, la dépression. Moi, en tant que coach, je ne traite pas la dépression. Alors, donc, dans le cas qu'il y a un diagnostic, peut-être qui a été reçu ou non, mais que moi, je décèle qu'il y a des fortes chances, je vais l'encourager de consulter et peut-être que la médication serait appropriée. Et peut-être que ça serait un élément qui va lui donner les ressources internes pour qu'elle puisse voir plus clairement, mieux gérer ses émotions, pour être capable éventuellement de prendre la décision. Donc, à travers ce processus, soit de coaching ou de thérapie, mais cette compréhension-là de réaliser que la relation ne fonctionne plus, que c'est toxique, déjà, il y a quelque chose qui va changer dans la dynamique parce qu'intérieurement, pour elle, c'est différent, parce qu'elle voit les choses différemment, elle a les outils, elle a les mots, parce que quand on n'a pas les mots quand on n'a pas les bons mots, on ne peut pas faire face à la situation. Quand on ne peut pas faire face, c'est là qu'on est... Ça a une emprise, on est anxieux, ça a une emprise sur nous. Donc, moi, je prône vraiment l'importance de s'assurer qu'elle se responsabilise dans la situation. Et pas pour dire que c'est de sa faute, dans le sens que tu as la place de prendre une décision qui va être bon pour toi et pour tes enfants. Et peut-être que tu ne vois pas les avenues maintenant. On va pointer dans différentes directions parce que, encore, je vais m'assurer que la personne, elle a les outils nécessaires. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas toutes les réponses. Donc, si je connais un organisme ou une personne qui peut l'accompagner, qui peut l'aider, je vais référer la personne. Donc, c'est vraiment une approche multidisciplinaire pour s'assurer que la personne, elle a les outils pour prendre la décision quand elle est prête à la prendre. Parce qu'on sait que ça peut déraper rapidement. Ouais, et là encore, la sécurité, c'est important pour elle et ses enfants. Donc, de vraiment s'assurer qu'elle a les outils pour que quand elle est prête à prendre la décision, qu'elle puisse la prendre de plein gré et non pas une pression de moi ou externe pour dire « tu dois le faire ». Mais si jamais elle est en danger, moi, en tant que professionnelle, je me dois de contacter les autorités pour dire « non, non, il y a eu des menaces, elle menace de se suicider, de faire du mal à ses enfants ». Là, j'ai une responsabilité, bien sûr, de m'assurer que je dois aviser les autorités. Je comprends. Ouais. Wow! Je le prends à cœur, je le prends vraiment à cœur. Et c'est
pour avoir côtoyé des femmes qui ont vécu cette difficulté-là, c'est quelque chose que je prends vraiment à cœur. Donc, je ne le prends pas à la légère. Puis je m'assure qu'elle a vraiment les outils nécessaires. Peu importe mon opinion, ce n'est pas mon opinion qui compte, c'est qu'est-ce qu'elle a de besoin pour qu'elle puisse avancer dans sa vision du futur. Tantôt, tu nous as parlé du décès de ton petit garçon. Oui. Est-ce que ça te dérangerait de partager un peu plus comment tu as géré cette situation-là? Je suis ouverte à en parler, oui. Oui. Dans le fond, je me suis mariée. Puis quand que mon mari et moi on s'est rencontrés, c'était clair qu'on voulait fonder une famille ensemble. Donc, 2 mois après s'être mariée, je suis tombée enceinte, mais j'ai vécu une fausse couche. Donc, après la fausse couche, mon côté très type A, perfectionniste, go, 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 était comme, OK, on se prend en main, on va régler ce qu'on a réglé, comme ça, on va réessayer encore. Que j'ai fait. Et 2 mois plus tard, je suis tombée enceinte de mon garçon. Une belle grossesse, parfaite santé. Moi, j'étais suivie plus rapprochée, mais la grossesse s'est bien déroulée et lors de l'accouchement, dans le fond, lors du travail, c'est là, dans le fond, qu'il y a une complication. Donc, lorsque tu rentres à l'hôpital et que nous sommes 3 et que tu sors de l'hôpital et on est seulement 2, la vie est différente. Parce que quand on est rentré, moi, le travail avait commencé. Et c'est là qu'on a eu la nouvelle que, ah non, madame, il est trop tard, il n'y a rien qu'on peut faire. Et il n'y a rien qui te prépare à ça. C'est vrai. Il n'y a rien qui te prépare à ça. Puis même dans les livres, j'ai lu tous les livres durant ma grossesse, il n'y a rien dans les livres qui parlent de complications, de choses comme ça qui peuvent arriver. Donc, vraiment, j'étais sous le choc. J'étais vraiment sous le choc et j'ai été sous le choc pendant longtemps. Et vraiment, il était en parfaite santé durant la grossesse, donc il n'y a rien qui laissait prévoir que ça pouvait arriver. Donc, par la suite, de quitter l'hôpital et qu'il ne soit pas avec nous, j'avais pas de repère. Il n'y avait plus rien qui faisait du sens. Je ne voulais plus retourner à la maison parce que sa chambre, elle est vide. Donc, c'est toutes les choses qu'on a préparées parce que c'est une grossesse complète, c'est 40 semaines, une grossesse. Donc, tu prépares la venue de ton enfant pendant 9 mois. Tu as des rêves que tu nourris pour cet enfant-là. Tu as choisi un nom pour cet enfant-là. Et que là, finalement, le rêve est inachevé parce que ton garçon n'est pas là. C'est très difficile et pas le mot. Puis ce qui a été vraiment éprouvant, mis à part son décès, c'est vraiment de se sentir seule à vivre cette épreuve. Parce que je ne connaissais pas des personnes. Oui, il y a des personnes que je connais qui ont vécu des fausses couches, mais d'avoir perdu un enfant à la naissance, je ne connaissais personne. Mais c'est là que j'ai eu toutes les histoires de tout le monde autour de moi que « Ah oui, ma tante, grand-mère, mamie, ma cousine, ma voisine, ma collègue de travail. » C'est là que j'ai eu les histoires de tout le monde que « Ah oui, moi aussi, j'ai vécu ça. » Comment ça, je n'étais pas au courant? Comment ça, je ne le savais pas? Parce que moi, je le vivais seule dans mon coin, puis je pensais que j'étais la seule. Wow. Puis c'était vraiment difficile. Et les gens pensaient bien faire, passaient des commentaires pour essayer de me consoler. Ils avaient des bonnes intentions, mais la réalité, c'est que peu importe ce que les gens disaient, ça ne pouvait pas me consoler. Donc, des commentaires, « Ah, ben tu sais, c'est peut-être mieux ainsi, t'en auras d'autres. » C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend, tu sais. C'est des commentaires pas nécessairement positifs, mais plus négatifs que positifs. Bien, dans le fond, comment je peux dire? Pour la personne, c'était positif. Elle essaie de te réconforter. Exactement. Elle te voit en peine, donc elle veut juste te réconforter puis prendre une partie de ta douleur. Mais en réalité, pour moi, ça m'apporte zéro réconfort. Au contraire, j'étais en colère. J'étais en colère pendant longtemps. Puis cette colère-là, je l'ai canalisée au gym. J'allais au gym, puis j'allais me défouler. Je faisais ça tous les jours. Puis tout le monde savait que quand elle est là, on va la laisser on va laisser lever les poids tout seul dans son coin parce qu'elle a l'air un petit peu frustrée, cette madame-là. Je me promenais avec, tu sais, en anglais, on dit avec a chip on your shoulder. Yes. Comme j'étais vraiment, c'est un sentiment d'injustice profond. Pourquoi mon garçon? Pourquoi il n'est pas là? Puis ça l'a ramené cette introspection, cette remise en question de mes choix, de mes décisions, de mes valeurs, de mes relations, de ma carrière. J'ai tout remis en question. Pourquoi est-ce que moi, je suis encore ici, puis lui, il n'est pas là? Puis je suis quelqu'un que je suis croyante,
Donc, même ma relation avec Dieu. Pendant longtemps, moi, j'ai cassé avec Dieu. J'étais comme, moi, j'ai fini avec toi, là. Comment ça? Moi, je pensais que je faisais bien les choses, puis tu me prends mon enfant comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter quelque chose comme ça? Puis, ça a été un processus pour moi de me réconcilier à la foi et de me réconcilier à la vie. Et ce processus-là, ça a pris du temps et les gens ne le comprenaient pas. Le travail ne le comprenait pas. Parce que tu as quelques jours ou quelques semaines de congé, puis après, c'est comme, ah ouais, retourne travailler, puis recommence à être productive, mais il n'y a plus rien qui fait du sens pour moi. Donc, c'était un processus long, pénible, difficile. Ça l'a beaucoup éprouvé mes relations aussi, mon couple, bien sûr. Mais à travers ça, ça m'a permis de vraiment mieux me comprendre, me connaître, savoir sur quoi je me repose, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, ce qui est essentiel dans ma vie, comment je veux vivre ma vie, choisir les personnes avec intention qui m'entourent, que je sais qu'ils vont être là pour moi, parce qu'on dit quand tu vis une épreuve, c'est là que tu sais qui est vraiment là pour toi puis qui ne l'est pas. Ha! Je sais clairement qui est là. Parce que là encore, les gens n'ont pas les outils, puis c'est pas parce qu'ils ont des mauvaises intentions ou qu'ils t'aiment pas, mais ça les dépasse. Puis maintenant, 8 ans plus tard, je le comprends. Mais sur le coup, c'était très blessant de voir des personnes que tu pensais qu'elles allaient toujours être là. J'en aurais mis ma main au feu que ces personnes auraient toujours été là. Et là, de voir que finalement, non, la personne n'est pas là. Oui, il y a eu une rancune, il y a eu du ressentiment, mais avec le temps, j'ai compris, c'est pas par manque d'amour, c'est que la personne, elle n'avait pas les outils. Donc, mais là aussi, ça, c'est un processus qui a pris beaucoup de temps et beaucoup de thérapie pour que je puisse finalement arriver où est-ce que je suis maintenant. Parce que quand on m'a dit ça, je me rappelle aux funérailles de Zacharie, j'ai une dame que j'ai vraiment à cœur, puis c'est une figure maternelle pour moi. Puis je me rappelle qu'elle m'avait raconté qu'elle avait perdu un enfant en cours de grossesse à 6 mois de grossesse. Puis c'est quelque chose qu'elle m'avait parlé ouvertement, tu sais. Puis elle est venue au funérailles, puis elle est venue s'asseoir à côté de moi, puis elle m'a dit « Jessie, it's gonna be okay ». Je me suis fâchée sur la madame. Puis on parle d'une femme que j'aime et que j'admire et que pour moi, c'est une figure maternelle. Et j'ai pété ma coche sur la madame. Parce que je ne voyais pas comment je peux être bien, heureuse, correcte, puis que mon enfant n'est pas là. Puis j'étais comme, non, je ne vais pas être correcte. Puis comme, oui, Jessie, tu vas être correcte. Puis par après, on en a reparlé, puis là, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Mais quand on me l'a dit sur le coup, je ne le croyais pas. Je ne voyais pas comment je pouvais être bien. J'étais dans tes émotions. J'étais tellement, c'était le choc, le déni, c'était la colère, c'était comme toutes les émotions, tu sais, que je vivais. Et pour être là maintenant, ici, 8 ans plus tard, c'est pour ça que c'est important pour moi de pouvoir accompagner une partie de la clientèle que j'accompagne, c'est des mères qui ont vécu un deuil périnatal, pour qu'elles puissent savoir que oui, c'est possible. Parce que moi, je cherchais des ressources, puis j'en trouvais pas. Je cherchais des femmes qui me ressemblent, puis j'en trouvais pas. Donc, c'est important pour moi de pouvoir partager les outils, les ressources que j'ai, parce que je sais que ça a fonctionné pour moi. Donc, si je peux amener cet espoir-là pour cette femme-là, puis qu'elle sache que c'est possible pour elle, ça va faire toute la différence. Donc, ça a été un long parcours. C'est jamais terminé, même si c'est 8 ans plus tard, même si ma vie a évolué, si je peux dire. Il y a toujours cette partie-là. Je veux dire, avant les autres, le premier, c'était Zacharie. Sa place est toujours là. Il n'est pas là physiquement, mais sa place est toujours là dans mon cœur. Parce que je l'ai porté, je l'ai nourri, je l'ai aimé, je l'aime, cet enfant-là. C'est mon garçon. Alors, tu as dit à tes enfants, par rapport avec cette grossesse-là aussi? Mais mes enfants sont jeunes, donc ils ne comprennent pas encore. Ils sont en bas âge, mais ça fait partie de notre routine à tous les soirs, quand on fait la prière avant de faire dodo, qu'on fait la prière, qu'on envoie notre amour à Zacharie, qui est au ciel avec toi. Donc, elles ne comprennent pas encore, mais elles entendent Zacharie depuis qu'elles sont bébés, dans la routine du soir. On fait toujours une prière et on mentionne les membres de la famille et on mentionne Zacharie. Donc, elles ne comprennent pas encore, OK, mais Zacharie, c'est... Pourquoi? Tu sais, c'est comme si c'est un membre de la famille. Mais elles sont encore jeunes, donc c'est clair qu'elles n'ont pas le détail de qu'est-ce qui s'est passé. Mais au fil du temps, c'est important pour moi qu'elles puissent savoir qu'avant elles, il y a eu leur garçon, qu'elles ont un grand frère, mais c'est juste qu'il n'est pas ici. Ma plus vieille, elle a posé des questions. Elle remarque des choses dans la maison, donc elle pose des questions, puis elle sait qu'elle a un grand frère, puis il est au ciel. C'est pas encore, tu sais, c'est encore un peu nébuleux pour eux,
Mais elle a une certaine conscience par rapport à ça. Mais ma petite dernière, elle est trop jeune, puis elle ne comprend pas. C'est juste, OK, Zachary. Tu me donnes des frissons avec ton histoire, là. Oui. Je suis dans mes émotions. Oui, c'est... Puis ça m'a pris du temps pour être capable d'en parler et de ne pas être dans mes émotions. Parce qu'il fut un temps, juste à y penser, j'avais déjà la boule dans la gorge, puis j'arrivais même pas à sortir un mot. Puis là, après, ça a évolué que je pouvais en parler, mais après 2 mots, je pleurais, puis je pouvais pas arrêter de pleurer. J'écoutais quelqu'un parler, puis je pleurais sans cesse. Alors, d'être capable d'en parler maintenant, puis de pouvoir partager mon histoire et de ne pas être consumée par l'émotion, ça prouve à quel point que l'évolution, elle s'est vraiment faite. Puis que oui, c'est possible. Pas pour dire que ça ne me fait pas de la peine, mais je suis rendue plus loin dans mon processus. Ouais. Est-ce que tu penses que quand tu as accouché, quand tu as perdu cet enfant-là, tu as eu l'aide nécessaire au début ou bien tu ne savais pas comment aller chercher l'aide nécessaire? Ou bien tu croyais-tu en l'aide nécessaire? Bonne question. Oui et non. Oui et non, parce que de par ma nature, je suis quelqu'un qui est très débrouillard. Okay. Donc, si je me cherche quelque chose, si j'ai besoin de quelque chose, je vais aller chercher. Donc, dès le début, j'étais en train de Google, puis je cherchais des blogs, puis OK, c'est quoi là? J'ai trouvé un magazine qui se produit en Irlande, puis tu sais, j'ai été chercher des ressources, mais de façon localement, dans mon quotidien, est-ce que je l'ai eu? Oui et non. Dans l'immédiat, oui. L'hôpital a envoyé une psychologue qui est venue dans ma chambre d'hôpital. Elle est venue s'asseoir avec moi. Puis elle nous a supportés. Puis je l'ai rencontrée pendant quelques séances, mais c'est vraiment à court terme. Et après, vraiment, tu es laissé à aller dans la communauté et trouver les ressources nécessaires. Est-ce qu'il y a des organismes locaux? Oui. Okay. Mais là, il faut le savoir, il faut le trouver. Je les ai trouvés, mais j'ai vraiment dû prendre en charge mon processus de guérison pour trouver les outils nécessaires, pour trouver les ressources nécessaires. Mais tu n'as pas nécessairement un petit pamphlet qui te dit « Tiens, non, c'est toi vraiment que tu dois te débrouiller. » Puis c'est ça que j'ai fait. Et si j'essaie quelque chose, ça ne fonctionnait pas, je dois trouver quelque chose. C'est quoi le quelque chose? Je ne sais pas, je vais chercher jusqu'à ce qu'éventuellement, je trouve quelque chose qui me convient. OK, on fait ça. Ça ne marche pas, on va trouver d'autres choses. On va essayer. Puis c'est vraiment par essai-erreur que j'ai vraiment ramassé ce collectif de ressources qui fait que maintenant, quand j'accompagne les femmes, bien, j'ai une variété de ressources que je peux partager parce que ça m'a aidé moi, ça a aidé d'autres femmes. Donc, au moins, je sais que je peux les pointer dans la bonne direction. Il y en a de plus en plus maintenant parce que ça remonte à 8 ans, mais c'est pas quelque chose qui est très... les ressources sont moindres. Sont moindres. Ouais. Mais maintenant que tu as vécu tout ça, ton expérience en tant que coach, tu les pratiques? Absolument. D'abord et avant tout, en tant que coach, je suis mon outil. Alors, c'est ça que je voulais dire. Oui. Alors, en tant que coach, tu es ton outil, mais est-ce que tu utilises tes outils, tes propres outils contre ce que tu vis par rapport avec le décès de ton fils? Absolument. J'ai pas le choix. On a toujours le choix, bien sûr, mais j'ai pas le choix. Pour pas que ça prenne le dessus, j'ai besoin de me coacher moi-même. Okay. Et lorsque j'arrive à la limite de ma capacité, j'ai une coach moi-même que je peux consulter. Puis là, j'appelle, je dis, OK, là, ça va pas bien. Qu'est-ce que je fais? Donc, je m'assure d'aller chercher les ressources nécessaires. Mais je commence par moi-même je dois pratiquer ce que je prêche. Donc, je ne peux pas dire à quelqu'un de faire ça puis que moi, je suis comme dans tous mes états. Puis pas pour dire que je dois toujours être pleinement alignée. Puis, je suis toute... Non. J'ai mes émotions, je suis humaine. Donc, je fais ce que je peux faire pour moi. Et quand j'arrive à la limite, je vais à l'extérieur. Je consulte à certains moments lorsque l'émotion va revenir, puis ce que je fais, ça ne fonctionne pas, bien, j'ai ma psychologue que, oui, je vais contacter, qui va m'aider, parce que c'est important, parce que le processus de deuil n'est pas terminé, même si ça fait 8 ans. C'est différent. C'est différent, mais c'est pas terminé. Wow. Et les femmes que tu aides en ce moment à faire une différence dans leur vie, est-ce que tu as quelque chose à leur... est-ce que, quand tu parles d'anxiété dans le coaching et le stress, le rejet qui vivent ces femmes-là,
Est-ce que vous avez des outils que vous utilisez pour les aider à ces femmes-là? Absolument. C'est important pour moi de distinguer qu'en tant que coach, je ne peux pas traiter la dépression, l'anxiété. Oui, ça c'est Ça, c'est vraiment dans une approche totalement différent. Thérapeutique que vraiment je vais diriger la personne à consulter un psychologue ou un thérapeute quelconque. Moi, en tant que coach, je peux accompagner la personne à avoir des ressources pour travailler sa confiance en elle, ses croyances limitantes, de mettre en action des stratégies pour vraiment avancer et atteindre ses objectifs. Okay. Donc, c'est d'abord et avant tout, l'approche, elle est personnalisée. Donc, c'est pas one size fits all que je le fais pour toi, je le fais pour toi, puis c'est exactement la même chose. Okay. Parce que ta façon de voir les choses, ta façon d'intégrer, de comprendre, qui te fait agir comme que tu agis, c'est spécifique à toi. Et mon approche, c'est ce que ça me permet de faire, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans tes deux oreilles. Pourquoi tu vois les choses comme ça? Pourquoi c'est l'interprétation que tu as tirée de ça? Tu as un filtre qui te permet de voir les choses d'une certaine manière. Moi, j'ai besoin de comprendre c'est quoi ça et pourquoi c'est comme ça. Comme ça, je peux t'amener dans une autre direction, de changer ta perspective pour que tu puisses faire les choses différemment. Donc, là encore, ça semble très subtil, mais c'est cette subtilité-là qui te permet, toi, de vraiment avoir le changement que tu veux dans ta vie. Tu étais en train de me parler et je ne vais pas te mentir, c'est comme si je prenais un service de coach. Je vais t'avouer que mon chapeau de coach est toujours là. Je rencontre quelqu'un, puis ça ne prend pas 5 minutes que je suis comme « Puis toi, comment ça va? » C'est vraiment... j'essaie même pas de le faire, que ça vienne naturellement. Puis c'est fun. Puis je le fais tout le temps, puis je pense je l'ai toujours fait en réalité. C'est juste que là, maintenant, c'est officiel parce que j'ai le diplôme, puis bon, OK, là, j'ai ma pratique de coaching. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours fait naturellement. Donc, je porte attention à ce que la personne dit, oui. Puis pas pour que tu te sentes, tu sais, non. Mais je porte attention à ce que la personne dit, comment qu'elle le dit, ce qu'elle ne dit pas aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas, puis moi, c'est ça, dans le fond, qui m'intéresse. Comment tu penses, puis pourquoi tu penses comme ça? Parce que c'est ça qui va motiver tes actions, ta vision, tes objectifs. C'est tout ça qui va le motiver. Donc, en comprenant ça, moi, je peux t'amener à avoir une autre perspective. Parce que moi, dans mon parcours, d'avoir perdu mon enfant, bien, il n'y a rien que tu peux me dire qui va me faire voir la situation comme « Oh well, non! » C'est comme, il est décédé, il n'y a rien qui va le ramener, il n'y a rien qui va me faire le prendre avec un sourire sur mes lèvres. Donc, mais d'avoir pu changer ma perspective par rapport à la situation, il ne revient pas, mais moi, je peux le vivre différemment. Parce que pour moi, dans ce moment-là, ma vie était terminée. C'était terminé pour moi. J'allais jamais être heureuse, j'allais jamais être épanouie, j'allais jamais être le cœur léger. Tu sais, pour moi, c'était vraiment la fin de Jessie. Et de pouvoir être ici maintenant pleinement épanouie, c'est vraiment parce que cette approche-là, d'abord et avant tout, je l'ai appliquée pour moi. Bien. Et ça a fonctionné pour moi dans la profondeur de désespoir que j'étais. Ça a pu m'aider à sortir de ça. Ça a fonctionné pour moi. Je sais que ça peut fonctionner pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que je pose toujours des questions. Je suis la fille qui pose des questions. Je suis très curieuse de nature. Donc, je suis curieuse de savoir, « Ah oui, pourquoi tu penses comme ça, toi? Intéressant. » Je suis la fille qui est toujours comme ça. Mais soyez pas gênée de me parler, là. C'est très doux. Merci beaucoup, Jessie. Merci pour ce beau partage parce que c'est avec plein d'émotions. Et écoute, j'aimerais que tu... Voici les gens, les femmes qui ont besoin d'aide, qui aimeraient prendre un rendez-vous avec toi. Est-ce que tu aimerais laisser tes informations? Où est-ce qu'ils pourraient te rejoindre dans les réseaux sociaux, ton Facebook, ton courriel? Bien sûr. Alors, pour me rejoindre, vous allez me trouver sur mon site web jessielejean.com, sur Facebook, Instagram, Coach Jessie L. Et vous avez vraiment tout accès à toutes les informations via mon site web de comment me contacter et m'envoyer un courriel. Ça va me faire un plaisir de vous accompagner. Merci. Merci encore, Jessie. Merci énormément. Merci. Merci à tous mes collaborateurs, mes collaboratrices, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui passent à travers de ces émotions. Comme vous avez pu voir, la coach Jessie qui était là, elle a partagé son parcours. À tous mes commanditaires qui ont cru en moi, suivez-moi et on se voit la semaine prochaine. Au revoir.